Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 11 décembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sûr, la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Plus beaucoup d'adultes dans la pièce. Je fais allusion au départ forcé de John Kelly, le secrétaire général de la Maison-Blanche. Allez, on va dire que c'était lui un petit peu le patron de la maison et surtout de l'aile ouest, où il y a le bureau ovale. C'est John Kelly qui réglait en quelque sorte les allées et venues des diverses secrétaires d'État et conseillers du président Trump. C'était donc lui qui, quelque part, tempérait un petit peu les ardeurs des uns et aiguillonnait au contraire ceux qui étaient peut-être un petit peu trop tièdes. John Kelly, c'était, comme on dit, un petit peu un vieux de la vieille, un général 4 étoiles à la retraite, quelqu'un d'expérimenté dans le management des hommes. Alors on ne parle pas, bien sûr, de manager Donald Trump, ça paraît carrément impossible. Mais enfin, au moins, manager son entourage, ça permettait de réguler un petit peu les choses. Et John Kelly était souvent ce fameux adulte dans la pièce, cette pièce étant le bureau ovale. John Kelly s'en va, et donc monsieur Donald Trump va probablement nommer quelqu'un qui lui convient beaucoup mieux en termes de style, mais qui va peut-être de nouveau laisser le chaos s'instaurer à la Maison-Blanche. En fait, chacun pousse la porte du bureau ovale pour apporter des suggestions, pour essayer d'influencer le président, et ça, c'est un petit peu dangereux naturellement. Et on a déjà vu ce week-end Peter Navarro, le secrétaire d'État américain au commerce, venir rappeler que les négociations avec la Chine ne dureront pas plus de 90 jours et que de toute façon, à la fin, il y aura probablement des hausses de tarifs douaniers. C'est évidemment pas le genre de perspective qui plaît à Wall Street, parce que un duel sino-américain, s'il se prolonge, débouchera nécessairement sur du ralentissement économique. Or, ce ralentissement, il est déjà assez sensible en Chine, bien sûr pas dans les chiffres officiels, parce que on n'avouera jamais que la croissance est en dessous de 6,5%, mais enfin quand même, 5e mois consécutif de baisse des ventes d'automobiles en Chine. Et puis là, par rapport à novembre 2017, on est à moins 13,9, c'est quand même pas du moins 0,2. Alors certes, d'un côté, il y a le fait que Pékin rationne le nombre de plaques d'immatriculation qu'elle alloue chaque année, pour éviter justement qu'il y ait une prolifération du parc automobile. Mais enfin bon, là, on est quand même sur des rythmes de croissance qui prennent complètement à contre-pied les ambitions des constructeurs européens présents en Chine, et voire même de Tesla. En Europe, ça ralentit aussi, on le voit bien, avec l'Allemagne, plusieurs mois consécutifs de contraction de la production industrielle. Et puis, en France, on avait déjà un ralentissement extrêmement marqué de la croissance du premier au troisième trimestre, avant bien sûr que les gilets jaunes ne bloquent un petit peu les centres commerciaux. On n'aura probablement pas plus de 1,2 ou 1,3% de croissance en France, très insuffisant pour créer de l'emploi. Alors quand on entend l'entourage de M. Macron dire que la dynamique est bonne et qu'il y a des créations d'emplois, mais d'où sortent-ils ce genre de croyances? C'est totalement fantasmé. Sur septembre-octobre, si je me souviens bien, il ne s'est créé que 4500 emplois en tout et pour tout en France. Et puis chaque jour apporte son nouveau lot de plans sociaux, de soi-disant sauvegarde de l'emploi, qui en fait n'est que de la destruction d'emplois en vue de délocaliser dans un pays à bas coût. Donc où est-ce que le gouvernement a vu que la dynamique de l'emploi était bonne? Ça m'hallucine complètement. Alors il y en avait un aussi qui avait l'air complètement halluciné hier soir, c'est Emmanuel Macron, les mains posées sur la table, lisant comme un robot son prompteur, essayant évidemment de désamorcer la crise des gilets jaunes, mais qui n'a pas répondu a priori
aux principales demandes qui étaient peut-être le référendum d'initiative populaire et peut-être même un référendum tout court en grandeur réelle, c'est-à-dire une dissolution de l'Assemblée, et pour avoir peut-être des gens plus à l'écoute des citoyens. Alors la bonne proposition, c'est quand même que les maires recueillent les doléances et les fassent remonter, mais remonter auprès de quoi ? De députés En Marche qui n'ont comme seule ambition que de défendre Emmanuel Macron. On va dire que simplement les gens vont pouvoir écrire quelque chose dans le cahier, mais il n'est pas du tout sûr qu'il soit entendu et surtout défendu. Voilà. Monsieur Macron annonce des mesures qui vont naturellement soulager ceux qui ont le SMIC, mais ceux qui n'ont pas de SMIC, qui sont salariés indépendants, agriculteurs, etc., la hausse du SMIC, ça leur fait une belle jambe. Ce qui les aurait vraiment arrangés, c'est une baisse des taxes ou une indexation des minima sociaux. Et il n'a pas été question hier de réindexation des pensions, des retraites, etc. Donc, il faudrait vraiment que M. Édouard Philippe annonce des mesures complémentaires dès demain. Sinon, je ne vois pas en quoi les mesures annoncées hier pourraient relancer la croissance en France et véritablement désamorcer le mouvement des Gilets jaunes. Alors oui, hier, M. Macron était le seul adulte dans la pièce, mais il serait peut-être bon que d'autres adultes avec des visions un petit peu différentes viennent le soutenir et l'inspirer. Parce que si l'on conserve l'équipe de technocrates actuelle, ça va quand même être assez difficile de faire bouger les choses et surtout de changer l'état d'esprit général. Parce que plus que d'argent, d'injections et de petites enveloppes glissées ici ou là, ce dont a besoin le pays, c'est un changement d'état d'esprit.